à la naissance de Yosef, Breshit Perek Lamed, Pasuk Kaf Bet à Kaf Dalet, Vayizkor Elokim et Rachel, Vayishma Elea Elokim, Vayiftach et Rachma. Hachem se souvint de Rachel, il entendit sa voix et ouvrit sa matrice. Vatar Vatelet Ben, Vatomer Asaf Elokim et Rerpati. Elle tomba enceinte et accoucha d'un fils, et en disant Hachem a rentré ma honte. Rashi explique que tant que la mère n'a pas d'enfant, alors la honte de la mère, on lui fait des reproches. Les reproches du mari s'adressent à la mère, mais une fois que son fils, qu'elle a un enfant, elle peut faire retomber la faute sur l'enfant. Qui est-ce qui a mangé telle et telle chose? Qui est-ce qui a cassé? Ben, c'est le fils. Bizarre relation entre une mère et son enfant, et d'ailleurs d'une femme et de son mari, quoi qu'il en soit. Vatikra et Shemo Yosef les morts, Yosef Hashem li ben Acher. Elle appela son nom Yosef en disant Yosef Hashem li ben Acher, qu'Hachem me rajoute un autre enfant. Alors le nom donc de Yosef vient souligner le désir d'un autre enfant qu'avait Rachel. Et ça, c'est quelque chose de très étonnant. C'est très bien que Rachel était malheureuse. Elle aspirait à un enfant de tous les fibres de son corps, comme on disait dans le début de ce même Perek Lamed, Vatere Rachel kilo yaldal Yaakov vatikra Rachel bachot vatekane Rachel bachota vatomer El Yaakov hava libani veim ain metanochi. Rachel, voyant qu'elle n'arrivait pas à enfanter pour Yaakov, fut jalouse de sa sœur. Elle dit à Yaakov, donne-moi des enfants, sinon la mort m'est préférable. Et maintenant qu'elle a enfin cet enfant, quelle est la réaction? Eh ben, donne-moi-en un autre. Quoi, c'est ça le remerciement. Et puis, de toute façon, il y a quelque chose d'étonnant là-dedans. Ben Acher, le mot de Acher signifie un enfant différent. C'est pas Ben Sheni, c'est pas un deuxième fils. Comme on voit par exemple, si jamais un homme divorce sa femme et qu'elle va et qu'elle épouse Ish Acher veyatsa vehaital Ish Acher, et soit un homme Acher, Acher différent du premier. Le premier s'est débarrassé d'une femme qui n'avait pas de grande vertu, et le deuxième, il est intéressé par elle. On l'appelle Acher, c'est pas du tout le même genre que le premier. Donc ce qu'elle voudrait, c'est après avoir eu un enfant, dont elle ne connaît pas du tout la nature, d'ailleurs, puisque Yosef vient de naître, la première chose qu'elle a en tête, c'est d'en demander un autre et qu'il soit différent de celui-ci. On ne comprend rien, c'est pas de remerciement. Le fait d'être tourné sur l'avenir, de donner le nom de l'enfant, le nom même de l'enfant de Yosef, il n'est pas sur Yosef lui-même, il c'est sur l'attente d'un fils, d'un frère à lui qui serait différent de lui. C'est quelque chose de très difficile à comprendre. Peut-être pour répondre à cette question, on peut s'engager dans le Midrash Tanchuma. Le Midrash Tanchuma sur Partsat Vayetse Vav. Vaizkor Elokim et Rachel. À propos de Hachem s'est souvenu de Rachel. Yelam Deinu Rabbeinu. Que notre maître nous enseigne. Haroé Adam Nae. Ketzad Mavarer. Celui qui verrait, qui voit un homme particulièrement beau, quelle est la bracha dont cela relève? Kar Shanu Raboteinu. Voici l'enseignement de nos maîtres. Haroé, Briot, Tovot, Vilanot, Tovot, Omer, Baruch, Shekachalo, Beolamo. Celui qui voit des créatures particulièrement belles, des arbres magnifiques, fait une bracha, béni soit celui qui a créé de choses pareilles, de pareilles choses dans son monde. La beauté, c'est l'expression de la réussite, de la perfection de la création.
Ça relève même d'une bracha, même une bracha spécialement pour cela. On sait que dans la bracha que nous faisons, Boren Fashot Rabot Vechesronan, cette bracha, d'après les commentateurs, est divisée en deux parties. Boren Fashot Rabot Vechesronan. Celui qui crée des créatures nombreuses, Vechesronan, et ce qui leur manque. Al Kol Ma Shebara Lachayot Boim Nefesh Kol Chay, et pour tout ce qu'il a créé pour l'homme qu'il a créé. Tout ce qu'il crée au service de l'homme. C'est-à-dire, d'une part, on remercie pour l'indispensable, Nefashot Rabot Vechesronan, les créatures nombreuses qu'il a créées et le minimum qui leur manque. Par ailleurs, il y a encore une dimension de Al-Kol Mashebara pour tout ce qu'il a créé. C'est-à-dire les choses qui ne sont pas les Chesronan directement, des choses dont on pourrait se passer et qui en vérité donnent du goût à la création, donnent une dimension tout autre. Ce n'est pas une économie de survie qui a été proposée à l'homme, c'est une économie, c'est un monde dans lequel on lui offre un cadeau, c'est un palais qu'il découvre quand il vient au monde, et ça relève d'une beauté qui s'appelle chez Kachalobolamo. Il y a des choses pareilles dans ce monde. On ne s'est pas contenté du strict nécessaire, du minimum, mais il y a des choses aussi belles que cela. Et le Midrash Tanchuma de continuer. Et le Na'a Na'e min Rachel. Personne n'est aussi beau que Rachel. Ou Bishvil Noya, Bikesh Yaakov Lisaota. Et c'est à cause de sa beauté que Yaakov a désiré l'épouser. Le Midrash continue, Vayam Shaleach Sivlonot, le Titam le Rachel, Velavan Notna le Léa. Et comme tout fiancé qui se respecte et qui prend patience, il est sauvel, il envoie des sivlonotes, il envoie des cadeaux en attendant à sa belle. Et quand Yaakov, qui ne déroge pas à la règle, envoyait des beaux cadeaux pour Rachel, eh bien, ils étaient détournés par Lavan, qui les donnait à Léa. Et Rachel, Vaïta Rachel Shoteket. Et Rachel gardait le silence. Elle se retenait, ne disait rien. Voilà. Étonnant. Pas de réaction chez Rachel, enfin pas de réaction, disons, pas de violence, pas de révolte chez elle, révolte exprimée, mais tout est rentré en elle, elle arrive à garder les choses, à garder le silence. Amar Rabbi Shimon ben Gamliel, Kol yamai gadalti ben achachamim velo matzati la guftov et la shtika, et le midrash de rapporter la parole de Rabbi Shimon ben Gamliel à la fin du premier chapitre de Pirkei Avot. J'ai grandi toute ma vie parmi les chachamim, donc les gens qui avaient des choses à dire. Velo matzati la guftov et la shtika, et je n'ai pas trouvé pour le corps une expression plus adaptée que la shtika, que le silence, que de garder le silence. Rachel tafsa shtika, pas shtika. Et le midrash de dire, Rachel, elle a opté pour justement le silence. Et, dit le midrash, sa descendance se caractérise par le silence. Par exemple, Rachel elle-même, qui voit que les cadeaux de son fiancé lui passent sous le nez et sont offerts à sa sœur, qui garde le silence. Binyamin, son fils, a comme pierre, dans les 12 pierres qui représentent les 12 tribus que l'on trouve sur le Rocher Mishpat, sur le pectoral de justice du Kohen Gadol, ben la pierre de Binyamin s'appelle Yoshpe, le jaspe. C'est une pierre qui est qualifiée de Yeshpe. Il y a une bouche, il y a de quoi parler. Binyamin se caractérise par le fait qu'il a de quoi dire. Il aurait à révéler des choses sur la vente de Yosef, et en dépit de cela,
Yishpe, il y a une bouche, mais qui ne dit rien. Il garde le silence. Aussi, Shaoul de la tribu de Binyamin, il refuse de révéler le fait qu'il a été nommé par Shmuel comme roi d'Israël, il refuse de le révéler à son oncle. Encore Esther, aussi de la même lignée, Ein Esther Magedet Moladta. Esther ne révélait pas son origine. Et face à elle, dit le Midrash, Léa Tafsa Behodaya. Léa, elle, a choisi l'expression, la plus grande expression, le meilleur usage de la parole, qui est Hodaya, la reconnaissance. Remercier Apam Odeh Hashem, remercier pour la naissance de Juda. Et cette caractéristique se retrouve dans sa descendance, Juda lui-même, Atayoducha, Apam Odeh Hashem, je reconnais à elle, elle a dit Odeh Hashem. Juda après elle, Atayoducha Checha, toi tu seras reconnu parce que tu as reconnu que c'était de Tamar, que Tamar était enceinte de toi. David Hodul Hashem Kitov, David aussi, le descendant de Juda, Daniel également, ou Matzle, ou Modé, il priait et reconnaissait. Donc on voit qu'en vérité, les attitudes de silence ou d'utiliser la parole au récient, c'est-à-dire dans la reconnaissance, sont caractéristiques. C'est des options choisies par Rachel et Léa. De plus que ces options sont tellement caractéristiques que la descendance de Rachel va avoir cette même caractéristique de garder le silence alors qu'on les presse de parler et de révéler. De l'autre côté, Léa, Tafsa Behodaya, elle s'est emparée de la reconnaissance, et cette option-là aussi, c'est tellement caractéristique que sa descendance sera marquée par cette grandeur de savoir remercier Hachem, ce que l'on trouve chez Yehuda, chez David, chez Daniel. Le Midrash Rabbah, ici on parlait du Tanhuma, dit à peu près la même chose. Rachel Tafsa Beplach Ashtika, Veléa Tafsa Beplach Hodaya. Rachel s'est emparée du fuseau, de la quenouille du silence, comme si, je ne sais pas si l'idée là derrière, c'est à partir du fil, on commence à tisser sa toile, et donc sa toile, la toile qu'elle tisse, elle est faite à partir du fuseau, là donc où le fil est enroulé et qu'on dévide au fur et à mesure pour tisser sa toile. C'est sur le silence qu'elle base les choses, et alors que Léa, ça sera sur celui de la Hoda'a. Encore un peu plus tard dans le Midrash Tanhuma, on relève le silence étonnant de Rachel au moment bien connu où on va la remplacer sous la choupa, on va la remplacer par Léa. Et elle garde le silence, bien au contraire, on sait même qu'elle révélera le code qu'elle avait établi, la convention qu'elle avait établie entre elle et Yaakov, elle le révélera à sa sœur pour que celle-ci ne soit pas rejetée. Et donc, c'est une caractéristique extrêmement forte de Léa. Et là, il y a lieu de s'étonner, parce que au départ du Midrash, au début du Midrash, on est en train de dire la beauté relève d'une bracha. Et Léa est le type même de la beauté. Et le Midrash, sans crier gare, continue dans la foulée et à cause de cette beauté, Yaakov a choisi Rachel, et il lui a envoyé des présents, et les présents passaient sous le nez de Rachel, si l'on peut dire, et ils aboutissaient chez Léa, à Léa. Et elle gardait le silence. Qu'est-ce que c'est cette façon de... On commence avec la parole,
avec la beauté, pardon, et ensuite on parle de l'attitude générale, caractéristique de Rachel et de sa descendance. Par rapport à cela, autre caractéristique chez Léa et sa descendance. C'est un peu étonnant, cette espèce de queue de poisson, ce midrash qui continue bizarrement, qui n'emboîte pas le pas à là où il a à son début, ouais. C'est étonnant. D'autre part, il y a aussi quelque chose d'un petit peu étonnant, c'est que la beauté, c'est l'expression, c'est le couronnement de l'expression, c'est la révélation de la magnificence, la munificence du Créateur dans sa création, la richesse, la variété, c'est quelque chose, les couleurs, le chatoiement des couleurs, c'est des choses tellement éblouissantes qu'il y a dans la création, c'est une vraie dimension qui relève d'une bracha. C'est vraiment, ça crée quelque chose dans la création, ça apporte une dimension al kol masheba, pour tout ça créé qui n'était pas fondamental et qui en vérité donne tout le goût et la joie de vivre, celui qui, voilà, et la joie de vivre à la création. Et donc, la beauté, c'est justement de l'expression. Ça exprime quelque chose, ça apporte quelque chose. Et la personne qui se caractérise par la beauté, eh bien, elle se tait. C'est très étonnant. On devrait dire, elle emboîte le pas à sa mida, à sa caractéristique, qui est de la beauté, qui est d'exprimer des choses magnifiques, des choses tellement magnifiques que c'est à cause de cela que Yaakov l'a choisi. Et étonnamment, eh ben, chez elle, ça se marie avec le silence. Très étonnant. On pourrait dire, l'onivret Isha, elle a le yofi. La Gemara dit, la femme a été créée pour la beauté. Qu'est-ce que ça veut dire? La femme a été créée pour la beauté. C'est non pas qu'il faut choisir Miss Monde, il faut choisir une femme qui soit particulièrement belle, dans le sens, dans les canons de la beauté de la rue, des nations, pas du tout. Mais qu'elle a comme rôle de perfectionner, d'achever, d'amener à sa forme la plus exprimée ce que le mari amène, apporte. L'homme apporte la semence, la femme amène l'enfant au monde. L'homme amène l'argent, c'est la femme qui lui donne son usage. L'homme apporte la laine et sa femme qui va parachever cela en créant des habits. C'est la femme, et là, l'onivrette, elle a lui offert son rôle fondamental. Ce n'est pas d'être jolie, mais d'apporter la beauté dans le monde. Quand on dit Miché Eloïcha, Charoui Belosimra, celui qui n'a pas de femme, vit sans joie de vivre, ben cette joie de vivre, c'est cette dimension de plus, du plus, de l'apport extraordinaire, de l'achèvement des choses qui sont sur leur forme, qui réjouissent les yeux et le cœur, à laquelle la femme est apte à amener la matière première apportée par l'homme. L'onivret Aïcha et la Luyofi. Et c'est ça ce que l'on trouve ici, que cette beauté-là, c'est pour cela qu'au nom de cette beauté qui se trouvait déjà, qui était déjà perceptible chez Rachel, Yaakov l'a épousée. C'est pas que c'était quelqu'un en recherche d'une femme qui soit belle, c'est pas le problème des Havot, c'est pas la relation qu'ils avaient avec leur femme. Mais ce qu'ils cherchaient, c'est la perfection du monde, et il y a un domaine dans lequel la femme se caractérise, c'est le yofi. Ishana'a, des belles choses, des kelim naïm, de beaux, employer de beaux instruments, de beaux outils, de pouvoir apporter, avoir une maison qui soit spacieuse et où on respire, qui apporte la joie de vivre. Toute cette dimension caractéristique de la femme est quelque chose d'absolument nécessaire dans la création.
Si on continue à parler du Midrash, le Tanchuma toujours. Amar Rav Yuda, Gdola Shtika, שבזכות שתיקתה של רחל זכתה והעמידה שני שבטים בישראל, אפרים ומנשה, יתר al hashvatim. Rav Yehuda, curieusement dans le Tanchuma, on parle de Rabbi Yehuda, de Rabbi Huna par la suite, mais on parle de Rav Yehuda. En vérité, il s'agit de Rav Yehuda et de Rav Huna. Le grand et le silence, car par le mérite de Rachel qui a su garder le silence et ne pas faire des éclats à propos de la façon dont elle a été spoliée de son mari et des cadeaux que celui-ci lui envoyait, Zarta ve'emida shne shvatim be'Israël, elle a eu le mérite d'un apport de 2 tribus en Israël, Ephraim ou Menaché, Yeter al Shvatim. Il s'agit de Ephraim et de Menaché, donc les enfants de Yosef, Yeter al Shvatim, en plus des tribus. Très étonnant. Qu'est-ce que ça veut dire en plus des tribus? S'il s'agit du nombre de tribus, eh bien, elle n'a pas plus que les autres. Léa aura toujours l'avantage du nombre. Mais qu'est-ce qu'on veut souligner ici en disant Yeter al Shvatim? Quel est le plus qu'il y a de quoi? Parce que c'est une génération plus tard, les 12 tribus sont nées de Rachel et Léa, et que Rachel aurait la possibilité même à la génération suivante, aux enfants de Yosef, ces petits-enfants constituent des tribus. On n'entend pas là-dedans qu'il y a un avantage, quelque chose de plus que les autres tribus. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? On garde cette question en mémoire. Le Midrash, donc, qui continue encore à parler de toutes les vertus du silence, et nous dit une chose très étonnante, que le silence, ça c'est Ravuna Beshem Rabbi Abba, le fils de Rabbi Abba, Rabbi Chia bar Abba, nous dit la chose suivante. Je ne le retrouve pas là-dessous, je ne l'ai pas directement maintenant sous mes yeux, mais il dit la chose suivante, que oui, un peu plus tard, Vayiskor Elohim et Rachel, et Hachem se souvient de Rachel, Lama nit akru ha'imaot, Rav Huna, Rabbi Huna, Beshem Rabbi Chia bar Abba, Amar Kede Sheyetzu Hashanim Belo Shibud. Une remarque très étonnante. Hachem se souvient de Rachel, et à ce propos, déclare le Midrash, pourquoi est-ce que la plupart des matriarches étaient stériles? Rav Huna, au nom de Rabbi Chia bar Abba, dit afin que les années se déroulent sans asservissement, c'est-à-dire que la galoute, l'exil, soit repoussé le plus tard possible, qu'on gagne des années sur l'exil. Apparemment, peut-être que la souffrance des Imaot de ne pas avoir d'enfants, je ne sais pas. Bon, on précisera ce point plus tard. Assez étonnant, la relation qu'il y a entre la stérilité des matriarches et le fait que l'exil sera raccourci d'autant. N'est-ce pas? Voilà. Revenons maintenant à notre problème. On a dit que Rachel incarne la perfection de la forme, le rôle par excellence de la femme qui est d'apporter la joie de vivre dans l'usage judicieux qu'elle fait de ce que le mari apporte. Il y a une complémentarité, le mari apporte du blé, est-ce que c'est le blé qu'on mange? C'est la femme qui fera le pain. Le mari apporte la laine, est-ce que c'est la laine
avec laquelle on s'habille, c'est la femme qui tisse, qui tricote des habits. Le mari apporte la semence, c'est la femme qui parachève l'enfant et qui l'amène au monde. Oui. Et cette dimension-là caractéristique de Rachel, en vérité, contient un piège énorme. C'est-à-dire que la beauté, disons la qualité de l'expression, la perfection de la forme, a un pouvoir qu'on pourrait qualifier de centrifuge, c'est-à-dire que de se détacher de son origine, qui est de parachever, de combler, d'achever les choses, et risque de les faire fonctionner que chez l'Atzmo, pour elle-même. C'est-à-dire qu'il y a une tendance dans la forme, dans la perfection de la forme, à devenir une règle par elle-même, pas une règle, un point de départ d'un sentiment d'orgueil ou de faire valoir la chose pour elle-même. Ça, c'est un danger extrêmement important qu'on a dans la beauté, avec la beauté, avec la perfection formelle. Et si on veut, on peut retrouver cela au niveau de Yosef. Yosef a une attitude très étonnante au départ, quand on le voit à l'âge de 17 ans, Mesalsel Besaro, Osebenav, de se préoccuper de son aspect physique, de ses boucles, de ses yeux. On n'aurait jamais attendu d'un tzaddik une préoccupation pour sa personne. Ça a l'air ça nous renvoie presque à ces garçons un peu souffreteux et boutonneux, là, vers l'âge de 14-16 ans, qui font des poids et haltères en s'admirant devant la glace, ou qui font des pompes, des tractions, en essayant de... C'est la caractéristique de certains problèmes de la puberté, de l'affirmation de la personnalité, et qui essayent absolument de se rassurer sur eux-mêmes par le fait de cultiver une espèce de perfection, disons, formelle, si l'on peut dire. La musculation, c'est un problème, voilà. Mais Yosef, étonnamment, Yosef Hatzadik, est caractérisé par cela. Et Ose Masenarut, ce que Rachid dit, Veunar et Benebil avec Benezilpa, il était un gamin, c'est aussi gaminerie. Comment on peut imaginer chez un tzaddik comme Yosef, ou Yosef, Mitrila Tovat Sofo, ce Yosef qui est pareil à lui-même du début à la fin, qui est grand du début à la fin, un Yosef qui est comme ça, une espèce d'adolescent boutonneux, retardé. Non, il n'était pas boutonneux, il était beau comme tout. Voilà. Et curieusement, la fin de l'histoire de Yosef va à l'item et atzmotai misé itrem. Yosef fait jurer à ses frères d'emporter ses ossements avec eux lorsqu'ils partiront d'Égypte. On est passé minakatse, la katse, d'un extrême à l'autre. Au début, une préoccupation un peu immature de son aspect, et une conclusion un peu extrême de parler de soi-même comme atsamot, des ossements. Une personne ne parle pas de sa dépouille, de son corps, sous la forme de mes ossements. Oui. Or, si on fait attention, on verra que les ossements sont précisément le contraire que Saro, Besaro et Nav, que de faire attention à sa chair, à son aspect. Pourquoi? C'est Etsem, c'est le fondement même, c'est Atzmo, l'homme lui-même, le squelette constitutif de l'homme, c'est le squelette.
en faisant abstraction des caractéristiques personnelles qui sont son aspect, ses cheveux, ses yeux, sa chair. Et Yosef est passé, il a une évolution étonnante d'être passé de quelqu'un qui semble mettre un accent exagéré sur son aspect extérieur et avoir délaissé tout cela. La vérité, c'est que cette attention que Yosef porte à son aspect est déjà étonnante quand il a 17 ans, mais encore beaucoup plus étonnante un an plus tard, lorsque Yosef, vendu par ses frères, aboutit chez Potiphar, et dans un temps record devient le maître de la maison, acquiert les pleins pouvoirs chez Potiphar, la gestion de tout ce qui se passe chez Potiphar, à l'exception bien entendu de sa femme. Qu'est-ce qu'on dit? Que Yosef, il était beau. De nouveau, il est beau, il fait tort, il fait marrer. C'est-à-dire quoi? Oh, revient cette préoccupation, Yosef est beau. Mais encore quand il était à la maison, je peux encore admettre cela. Un enfant un peu tardif dans son adolescence, dans sa maturité, encore, bien que ça ne s'adapte pas à Yosef, mais qu'un an après avoir entendu les frères qui discutaient de la façon de le tuer, de se débarrasser de lui, avoir entendu ça, ce rejet des frères, avoir été vendu, avoir été séparé de la maison familiale, après tout cela, avoir abouti en Égypte, qui est le pays contraire à la mida de Tzidkout, à la pureté de Yosef, à sa vigilance quant à aux pulsions, toutes ces pulsions et une domination de cela, il arrive dans un pays qui est le contraire de cela, qui est le pays de la débauche, et qu'après tout cela, ça le reprend, ces espèces de folie, de se regarder dans la glace. Il y a quand même quelque chose d'étonnant. Alors, si l'on réfléchit, c'est que Yosef reprend les caractéristiques de Rachel. Ce que l'on voyait, l'aspect, la perfection de l'aspect de Rachel, eh c'est exactement la même perfection que l'on retrouve dans Yosef. C'est-à-dire l'importance que la Torah accorde au plus, à la beauté, à la simcha, à la rachvout. Il y a des choses qui élargissent le cœur, qui font voir les choses grandes. C'est une maison vaste, c'est des beaux outils, c'est une femme qui est belle, des choses qui nous emplissent, qui nous donnent une dimension, une perception large des choses. Eh bien, ces choses-là, eh bien, c'est Yosef qui, dans sa vie, va les incarner. Il ne s'agit pas, chez Yosef, d'un espèce d'adolescent attardé. Chas de shalom, absolument pas. Il s'agit que Yosef, c'est celui qui est un melech. Il est fondamentalement le roi du monde, parce qu'il a en lui la gestion, il gère le problème du parachèvement du monde, de la perfection du monde. C'est lui qui en est le dépositaire. Mais ce que Rashi qualifie ça comme Maaseh Narut, ce sont des gamineries. C'est pas parce que chez Yosef il s'agit de gamineries, mais c'est parce que Yosef fonctionne tellement préoccupé par cette mida, par cette dimension qu'il veut apporter au monde, qu'il fonctionne sans conscience, sans prise de conscience de ce qu'il est en train de s'attirer des animosités terribles, d'être incompris et rejeté par tout le monde. Il est en train de créer, de creuser la citerne dans laquelle il sera jeté. Et c'est ça qui est la Narout. On peut avoir raison, mais on ne peut pas avoir raison contre le contexte. Si le contexte est indisposé par les marques de préférence que Yaakov a envers Yosef, et qui sont justifiées pour beaucoup de raisons objectives,
Il faut d'autant plus être prudent. Or, Yosef est tellement naturellement en train d'incarner cette grandeur, cette beauté, cette perfection du monde, non pas pour lui-même, mais de détourner, il ne détourne pas cela, il est en train d'en faire un monde, de construire un monde là-dessus. Shimuna et Achalom Azeh Asher Chalami. Il convoque ses frères, regardez le rêve que j'ai fait. Pour lui, c'est un rêve prophétique, il n'y a aucune malice là derrière, aucun désir de puissance. Les frères n'arrivent même pas à comprendre la pureté des intentions de Yosef, mais on voit que Yosef ramène les choses à lui-même. Quand on dit Lamanikra Atsamot Bechayav, pourquoi Yosef inconsciemment s'est qualifié de squelette à la fin de sa vie, c'est parce qu'en vérité, il a accepté d'entendre traiter son père de Avdecha Avinu, ton serviteur, notre père, à 10 reprises devant lui, et sans réagir. La vérité, Yosef ne pouvait pas dire aux frères, mais non, votre père n'est pas bon. Il ne pouvait pas se dévoiler, ce n'était pas encore le moment d'avoir terminé sa mission. Mais qu'est-ce qu'on veut dire par là? Qu'il y a dans la logique d'un personnage d'exception qui cultive l'importance de l'individu, ça y est, je rapporte un mot qui est nouveau, une nouvelle étape dans la réflexion, la perfection, le rôle indispensable de l'individu. Il y a comme ça une espèce de logique que son père il se prosterne devant lui. On peut entendre une chose pareille. Il ne se révolte pas intérieurement contre cela parce que Bishvili Nivra Olam, le monde tourne autour de moi. Et Yosef, en vérité, dans sa vie, va évoluer là-dessus. Quand on dit que les frères ne l'ont pas reconnu parce qu'il n'avait pas de barbe quand il les a quittés, il me semble très étonnant que les frères ne le reconnaissent pas, ils sont quand même à 10, ils savent quand même, bon, les années ont passé, certainement, Yosef a mûri, mais quand même, la barbe, maintenant il a de la barbe. Alors, comme quelqu'un m'avait une fois fait la réflexion, mais maintenant que Yosef, qui ressemblait déjà tellement à son père, il porte en plus la barbe, alors a priori, il ressemble encore beaucoup plus à son père. Ça devrait sauter aux yeux que c'est vraiment l'image de Yaakov. Qu'est-ce que ça veut dire, ils n'ont pas reconnu? Je dirais pour ma part qu'il est possible de comprendre que Khatimat Zakan, le sceau, le couronnement, que la barbe elle donne, c'est-à-dire la maturité qu'elle donne à la personne, qu'elle apporte avec cette expression de sagesse, de Zaken, Zikna, Zakan, la barbe, la vieillesse, l'expérience, cette espèce de maturité de la personne se voit finalement quand elle arrive à avoir ses traits définitifs par le couronnement de la barbe. Et Yosef, quand les frères l'ont quitté, il était immature, disons, il fonctionnait un peu comme replié sur cette mida qu'il essayait, c'est un tzaddik, essayait absolument d'apporter au monde. Il ne le faisait absolument pas pour lui-même, mais il croyait que tout le monde est construit pour chanter les louanges, pour voir la beauté qu'il y a dans la création. C'est pas pour lui-même, c'est pas pour son orgueil personnel, surtout pas. C'est parce que c'est une vérité, une grandeur dans la vie de voir quelque chose de parfaitement accompli. Mais maintenant, Yosef a acquis Khatimat Zakan. Il a maintenant les traits définitifs, on ne le reconnaît plus. Yosef a changé son discours du tout au tout. Mais c'est pas moi, c'est pas vous qui m'avez vendu. Mais pas du tout. C'est Hachem qui m'a donné ce rôle, c'est Hachem qui m'a fait préparer le terrain. Il parle un langage comme lui-même, il a trouvé sa place dans le cadre familial. Au lieu qu'au départ, il pensait que tout devait être au service de cette perfection qu'il incarnait, il change, lui-même, cette perfection trouve sa place dans l'ensemble, et les qualités qu'il a et le pouvoir qu'il détient ne sont qu'au service de l'ensemble. Et c'est pour ça que Yosef, qui a effectivement comme rôle de perfectionner la mida de sa mère, cet aspect de la beauté, eh bien, il a compris avec cette difficulté de l'Égypte
de cette séparation, de cette haine qui s'est cristallisée autour de lui. Il a compris effectivement que sa mission dans le monde, c'était de se mettre au service. C'est pour cela qu'à la fin de sa vie, il se caractérise par Atsamot. En vérité, je suis comme tout le monde. Les ossements, on ne reconnaît en général pas un mort d'un autre si on n'observe que le squelette. Le squelette, c'est ce qu'on a tous de commun. Et Yosef a bien compris, il a bien intégré que c'est vrai qu'il y a un perfectionnement de la forme, mais elle n'a pas d'autre sens que d'être une dimension rattachée au ikar, à l'essentiel, qui est le sens, qui est le klal. Ce que je voulais dire, c'est que Yosef caractérise l'individu. Il y a ici deux pôles dans ce peuple. Il y a Juda qui représente l'ensemble, la fratrie, le clan. Et par rapport à cela, il y a Yosef qui incarne l'individu. Et c'est une dimension essentielle que l'individu ne se fonde pas dans la masse. On n'est pas en train d'être dans un spectacle de Johnny Hallyday, d'un match de football, un fascisme où on oublie sa solitude personnelle en mêlant sa voix à celle de tout le public. C'est pas un public, un stade qui est en train de hurler et qu'on oublie tous ces déboires personnels dans le cadre de cris collectifs. C'est pas du fascisme qu'on est en train de prôner. La première étape, une étape essentielle, c'est que chacun doit réaliser les caractéristiques qui le définissent. Et Yosef, c'est l'archétype même de l'importance incontournable de la place de l'individu. On ne peut construire un klal que parce que chacun est en train d'exprimer, d'apporter quelque chose de touche personnelle, ses propres caractéristiques, sa particularité, et le Adam chez Elosha, il n'y a pas d'homme qui n'est pas son heure, qui n'est pas quelque chose de particulier à apporter. Et Yosef travaille dans cette mida, et c'est excessivement important. Avant de parler de vivre ensemble, il faut bien avoir conscience de qu'est-ce qu'il s'agit de rassembler, des individus qui se sont réalisés. Ça, c'est la dimension de Yosef. Le Midrash de Ravuna, Rabbi Chia bar Abba, il disait que les imaot, que les matriarches, la plupart, étaient stériles pour que les années d'exil passent, s'écoulent sans exil. Qu'est-ce que ça veut dire? L'exil, c'est une situation d'échec. C'est comme redoubler une classe. Redoubler une classe, ça veut dire que quand certaines notions ne sont pas bien intégrées, eh bien, il faut prendre du temps, qui ne sera pas du temps perdu, à condition qu'on se met au niveau, mais prendre du temps, de la souffrance, un effort qui n'était pas initialement nécessaire, pour arriver à intégrer les choses dans la difficulté, dans l'éloignement, dans les problèmes, des choses qu'on n'a pas été capable de saisir directement. Les imaot, quelqu'un comme Rachel, en vérité, a énormément gagné de ne pas pouvoir avoir d'enfants. Ce désir effréné d'avoir un enfant, de sentir qu'elle est là porteuse de quelque chose, d'une dimension qu'il faut absolument pérenniser dans le peuple, ces difficultés à mettre cet enfant au monde lui a fait gagner du temps. C'est comme cet enfant qui aurait des difficultés scolaires, et parce qu'il mûrit les choses, il souffre, il travaille les choses, il mâche et remâche les choses dans le silence de son cœur, il peut gagner du temps
il raccourcit la période de remise au niveau. Les imaot, cette souffrance-là, c'est pas une souffrance vide, c'est pas une période où ils sont stériles et le temps s'écoule et puis c'est un temps sans autre apport que la tristesse. Non, pas du tout. Il y a un travail là-dedans sur soi, une réflexion sur sa vie, comme en général une souffrance qui serait positivée, qui trouverait un sens à notre souffrance, au-delà de la révolte. La révolte n'est pas la seule attitude, le refus de ces épreuves, mais ces épreuves-là peuvent nous faire énormément grandir, et c'est ce que Rachel est là comme caractéristique. Rachel, quand on dit que Rachel se caractérise par la shtika, pourquoi? Parce qu'en vérité, il y a une extrême prudence de la part de Rachel, une extrême prudence à ce qu'elle incarne, à la beauté qu'elle incarne, ne devienne pas justement quelque chose, un élément qui fonctionnerait comme une finalité. Et c'est ça ce que le Midrash continue dans la foulée, après avoir dit que ces dimensions qu'elle incarne d'une façon tellement exceptionnelle et qui fait que Yaakov l'a choisie, eh bien, chez elle, cette prudence, son travail intérieur, sa remise en question porte là-dessus sur la shtika, c'est-à-dire attention à ne pas lâcher la bride aux aptitudes, aux dons très exceptionnels qu'on a. L'individu, c'est excessivement important, mais l'individu peut se transformer en tyran. Il peut tyranniser, ramener tout à lui pour lui-même. Chez Yosef, il y avait de cela, sauf que chez Yosef, ce n'était pas un but pour que tout le monde se prosterne devant lui, c'était simplement qu'il comprenait la nécessité que l'on se prosterne devant certaines perfections de la création pour reconnaître le Créateur. Quoi qu'il en soit, donc Rachel, quand elle a eu Yosef, donc c'est celui qui va traduire, apporter au monde la suite de ce qu'elle-même, de ce dont elle-même est porteuse, elle a une hantise, une inquiétude, un ben acher. Il ne faut pas que ça s'arrête là. Il ne faut pas que cette nécessité qu'il y a à développer cette caractéristique de l'individualisme, ce particularisme que chacun porte, et de la porter à son sommet. Il ne faut pas que cela étouffe le sens qu'il faut se rattacher toujours au klal. Quoi? Yosef li ben acher, dans le nom même de Yosef, il y a une prière que les choses ne s'éloignent pas du centre, ne s'éloignent pas du sens, qu'il n'y ait pas une force centrifuge qui fasse que Yosef devient un dominateur. C'est d'ailleurs tellement un problème que les frères ont toujours soupçonné, ou pendant très longtemps soupçonné, Yosef de vouloir jouer un sale jeu. Hamalor timloch aleinu, imachol timshal banu. Quelles sont tes prétentions? Tu veux être roi, tu veux nous écraser? Qu'est-ce que tu prétends quoi? Ils ne peuvent pas entendre la pureté des intentions de Yosef, tellement ce qu'il porte, ce dont il est porteur, la perfection de Yosef, prête à confusion. Et Rachel, elle sait que ce travail est essentiel, mais ne peut pas risque totalement d'aboutir à un éloignement, à un écart où la perfection elle-même creuse la tombe de celui dont il est porteur. Et le Midrash Rabbah est dit que à propos que Hachem Yosef li ben acher, qu'il me rapporte un fils autre, effectivement autre, ce n'est pas qu'elle ne remercie pas pour Yosef, mais c'est qu'elle remet les choses en perspective, c'est qu'elle entend le risque extraordinaire dont elle-même est porteuse, dont elle se rend compte qu'elle-même est porteuse, de faire tourner le monde autour d'elle, et Yosef va être celui qui va incarner ce danger, mais il faut un acher. Et le Midrash dit, qu'est-ce que c'est un acher? En quoi autre? Alors, acher le galout.
on voit que dans l'exil du peuple juif, la tribu de Binyamin a opté pour Juda. Ils sont légitimistes. Ils sont la seule tribu qui a été proche de Juda. Les 10 tribus ont fait l'exil de leur part à eux, alors que Juda et Binyamin ont été dispersés un peu partout. Dans la Machloket, ce que Yosef était à la tête du schisme, Yarovam, la contestation de la dynastie officielle de Shlomo HaMelech, Chavam, eh bien, Éphraïm, le fils de Yosef, va être porteur de cette révolte et provoquer le schisme, c'est-à-dire que toutes les tribus, les 10 tribus, vont créer leur royaume, et le seul qui est solidaire de la légitimité du pouvoir de la maison de David, ça va être Binyamin. Même lorsque chez Yosef, on va trouver des tentations extraordinaires, une réalité d'idolâtrie avec Yorvam, de l'idolâtrie, eh bien, Binyamin ne va pas céder aux sirènes de cette idéologie. Il faut voir là-bas dans la version du Midrash est un peu difficile sur ce 3e point. Quoi qu'il en soit, on voit que Binyamin s'inscrit différemment dans le klal que Yosef. C'est toute la avoda, le travail intérieur, la maturation de Rachel qui réfléchit sur son apport caractéristique, sur le danger de cet apport, et donc qui, quand elle met au monde l'enfant de l'individu, oui, de cette dimension, qui incarne cette dimension dans le clan Israël, par excellence, oui, en même temps, elle dit Yosef li ben Acher, c'est-à-dire que il faut arriver à dépasser cette mida, c'est-à-dire de retrouver dans un fils un naturel, de ne pas vivre cette individualité, ce problème personnel comme un problème. Il faut réintégrer une vie équilibrée. C'est ça qui fait que Binyamin est Acher. Binyamin n'est pas l'homme de la dissension, de la révolte, de la remise en question. Ça, c'est Yosef. Bien que sur le plan individuel, Yosef a fait une tchouva exceptionnelle et a parfaitement perçu les limites de la place qu'il avait, mais cette caractéristique-là, elle est née avec Yosef, et donc sa descendance aura tendance à remettre les choses en question. Par rapport à cela, le silence de Rachel, ça veut dire ne pas céder au désir d'expression dont on est porteur, a priori, oui, de ne pas céder à cela, et c'est pour cela que les enfants caractérisés par le silence du Tanhuma sont tous des descendants de Binyamin. Alors il y a Rachel, évidemment, bon, après il y a Binyamin, dont la pierre c'est le Yeshpé, il y a de quoi parler, mais on garde pour soi. Il y a Shaoul, quand bien même il est roi et objectivement roi, Minasafa ou le Mala Mikolaam, qui objectivement dépasse le peuple, mais qui ne refuse de s'engager dans la proclamation de je suis roi, et Esther, qui sent que le silence parfois est la meilleure attitude, c'est chaque fois des descendants de Binyamin. Binyamin est porteur de ce silence de Rachel, et je dirais de cette façon naturelle, qui n'est plus polémique, qui n'est plus... On a dépassé, avec Binyamin, on a dépassé une étape qui est maintenant de vivre les choses paisiblement dans un cadre légitimiste. C'est
plus l'enfant, c'est pas un adolescent. Binyamin, l'enfant, ce n'est pas un adolescent. Et c'est cela, peut-être, ce que proposait le Midrash quand il disait le mérite du silence, c'est 2 tribus supplémentaires, en plus des autres. Qu'est-ce qu'on veut dire? Qu'est-ce qui est le plus? Quoi? Qu'elle a encore droit à un joker? Non, c'est pas cela. On veut dire que par le fait que les choses mûrissent en nous-mêmes, par le fait qu'on revient là-dessus, qu'on intériorise les choses, on aboutit à avoir quelque chose d'extraordinaire. J'ai une fois lu ça comme remarque. Pourquoi la bracha des Bnei Israël, Becha Yevorech Israël est mort, pourquoi c'est Ephraim et Menaché qui sont les moyens de bénir? Parce que chez eux, bien que il y a eu aussi une frustration qui aurait pu mal tourner, c'est-à-dire que Ephraim, le cadet, a eu un beau rôle par rapport au premier, oui, eh bien, ça n'a pas généré chez eux une tension. Il y a un aboutissement de cette difficulté du vivre ensemble, auquel on a assisté pendant tout le livre de Bréchit. Toujours les frères, l'opposition, les sœurs, les femmes, les tensions, femmes et maris, et toutes les tensions du Sefer Bréchit, finalement, elles sont apaisées dans la fratrie de Ephraim et Menaché, non pas parce qu'il n'y avait pas de quoi réclamer, mais parce que la chose, elle a abouti d'une façon sereine à ce qu'on peut accepter, on s'accepte soi-même, avec sa différence. On a tellement bien compris qu'on est au service d'une cause qui nous dépasse, qu'en vérité, il n'y a pas de quoi être jaloux d'un autre là-dedans. Je voudrais juste terminer en disant que le problème de notre paracha de Vaïgash semble tourner autour de cela. C'est-à-dire que, d'une part, Binyamin, c'est le frère par excellence de Yosef. Un frère tellement dévoué, qui s'identifie tellement à son grand frère Yosef, que tous les 10 enfants de Binyamin ont tous des noms pour rappeler la disparition de Yosef. Il y a le culte presque du grand frère chez Binyamin. Et en opposition à cela, c'est l'attitude de Juda, à rêve. Il prend sur lui la responsabilité d'être garant de Binyamin. Je me porte garant de Binyamin, je le ramènerai à mon père. C'est la compétition qu'il y a à travers Binyamin entre le penchant naturel que pourrait avoir Binyamin de suivre la voie du grand frère, et de l'autre, la revendication de Juda de faire corps avec lui, de créer quelque chose, de prendre le frère différent, le frère reflet de Yosef, le frère bien-aimé du père, et d'arriver à créer avec lui une entité, une dimension dont toute l'histoire sera porteuse.